Bon, là, je vois que ça est enregistré. Pas l'enregistrement a commencé. Disons que ce que je vais faire, c'est simplement, voilà, je nomme comme animateur. Je passe la main. OK. Donc maintenant, il faut que je mette le chercheur associé à l'Université de la Sorbonne à Paris. Mon domaine d'expertise est en règle générale le renseignement. Je suis historien, donc c'est plutôt l'histoire du renseignement. Je suis un contemporanéiste, c'est-à-dire que je travaille sur l'histoire contemporaine. De fait, le renseignement qui m'intéresse est le renseignement qui va, disons, de Napoléon jusqu'à nos jours. Et de fait, lorsque l'on parle de nos jours, eh bien, il y a cette question de l'intelligence économique. Et je remercie Patrick de m'autoriser à m'adresser à vous par-delà les océans, mais également par-delà les airs et les moyens, et grâce aux moyens télématiques, comme dirait. Bon, je vais quand même pas vous la faire puisque on est dans une université protestante, mais enfin, c'est pas grave. En vérité, c'est pas grave. On est assez ouvert. Une des paroles que les papes disent à toutes les fêtes de Noël et de Pâques. Ils parlent par-delà leurs pèlerins via les moyens télématiques. Donc, je fais la même chose aujourd'hui. D'ailleurs, je suis habillé en blanc, mais n'y voyez aucune illusion. Notre propos sera bien celui de l'information dans l'activité économique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là plutôt que, comme vous le voyez derrière sur la page d'accueil du PowerPoint, sur l'intelligence économique? Tout simplement parce que, comment dire, l'intelligence économique n'existe pas. Alors là, je vois des visages qui sont impassibles, personnes qui s'étonnent, mais je m'explique. L'intelligence économique est quelque chose qui est né au début des années 1990 en France, et ça n'est toujours pas une discipline enseignée. C'est-à-dire que l'intelligence économique est décomposée en fonction de différentes thématiques universitaires, de domaines d'enseignement. Ça va des disciplines de l'information et de la communication aux sciences de gestion. Donc là, nous sommes au bon endroit, mais également en droit, en marketing. En fait, toutes les universités ont développé un cours baptisé d'intelligence économique qui leur permettait, d'une certaine façon, de recycler des cours qui n'avaient pas de succès dans les années précédentes. Et donc, pour les rendre un petit peu plus, on va dire, sexy, on a baptisé ça intelligence économique. Ça a duré une petite dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en 2003, une enquête a été faite par le député Carillon, et là, on s'est aperçu que en France, l'enseignement de l'intelligence économique, tout le monde faisait ce qu'il voulait, ce qu'il entendait. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait rien. Donc, on a fait un effort de normalisation. Avant d'aller plus loin dans cet effort de normalisation, il faut bien avoir à l'esprit la façon dont a été créée l'intelligence économique en France. Parce que cette fondation, les conditions de cette fondation vont expliquer en fait le relatif échec que ça a en France. Ceux qui ont leur micro allumé seraient bien avisés de l'éteindre, histoire que je n'entende pas ce qui se passe ailleurs et que vous m'entendiez moi, s'il vous plaît. Donc, la création de l'intelligence économique s'est faite simplement, mais vraiment simplement, d'une simple analyse. Une analyse qui a été faite dans un endroit particulier qui était le commissariat général au plan. Donc, c'était
un service de l'État qui existait jusqu'à encore récemment, mais qui a été éliminé, et qui donnait les grandes lignes à 15, 20, 30, 50 ans que devait suivre non seulement l'économie, mais également la société française. Ça avait été créé en 1944 et on était dans à l'époque, dans une acception, on va dire, marxiste euh, de l'appréhension du futur. Dans les années 90, on n'est plus dans cette acception marxiste, mais on a un personnel dans ce commissariat général au plan qui est plutôt proche de ces idées marxistes. Et au sein de ce commissariat, du côté du commissaire général, qui était Henri Martre, un de ses conseillers était Christian Arbulot. Et Christian Arbulot a raconté cette histoire de la création de l'intelligence économique. En fait, Christian Arbulot a travaillé au moment où il était au commissariat général au plan, a travaillé sur la politique commerciale du Japon, qui depuis le début des années 80 posait des problèmes à l'Europe, aussi bien en électronique que en voiture. Donc il fallait voir comment il faisait en recherche-développement, comment il pensait les éléments. Et cette création, cette analyse a fait redondance avec l'activité clandestine de l'Union soviétique, puisque en 1982, on a en France la grosse opération Farwell, où on découvre en fait que les soviétiques, depuis une petite dizaine d'années, espionnaient tout le programme industriel français, et notamment le Concorde, Ariane. Donc là, on est sur une affaire vraiment de renseignement. Et la concomitance, en fait, de ces deux affaires, les Japonais d'un côté, les Soviétiques de l'autre, ont fait comprendre que pendant la guerre froide, les Alliés n'étaient pas si alliés que ça, puisque les Français ont été espionnés les Américains sur le programme informatique et le programme spatial, et dans le même temps, les Américains espionnaient chez les Français, chez les Anglais, et partout ailleurs, sur tout ce qui les intéressait. Donc, Arbulot a organisé une table ronde au commissariat général au plan. D'un côté, il y avait des membres de ce commissariat, et de l'autre côté, il y avait les membres de la communauté française du renseignement, ceux qui s'intéressaient au renseignement économique, en premier lieu la DST de l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, la sûreté militaire, qu'on appelle le DRSSD aujourd'hui, qui s'occupe des habilitations de ceux qui veulent aller travailler dans les industries militaires, donc fait d'une certaine façon du renseignement économique, et puis la DGSE qui, elle, était chargée de l'espionnage économique dans les pays étrangers. Et donc, la conversation roule très bien, tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence, mais réussit à dialoguer. Et puis à la fin, on dit, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose. Maintenant qu'on a défini un danger, à savoir l'espionnage économique adverse, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et là, Arbulot dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un institut ou qu'on ne créerait pas une commission travaillant sur le renseignement économique? Et là, les commissaires généraux, les agents du commissariat général au plan ont commencé à blêmir. Et là, on a compris, et on a commencé à dire non, on ne peut pas faire du renseignement. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des économistes, nous ne sommes pas des espions. Le mot était lancé. Le renseignement économique ne pouvait être de l'espionnage. Et là, Arbulot a eu un éclair d'intelligence, puisqu'il s'est dit, s'ils ne veulent pas le terme renseignement économique, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'intelligence économique? Alors là, le terme intelligence
pour les chercheurs et les économistes du Commissariat général au plan, intelligence, ça leur allait. C'était beau, c'était un très beau terme. Il y avait aucune. Il était bien rond, il était bien poli. Il n'y avait aucune raison de ne pas parler d'intelligence économique. Ça allait de soi. De l'autre côté de la salle, les gens du renseignement souriaient sous cap, puisqu'ils avaient bien compris que le terme intelligence venait de l'anglais intelligence, et intelligence, ça veut dire renseignement. Donc voilà la raison, si vous voulez, de ce problème de compréhension qu'il y a entre le monde économique et le monde de la recherche à propos de cette question d'intelligence économique. C'est pour ça que, en termes de cours, ça n'existe pas, et pourtant, ça pourrait exister, puisque il n'y a nulle part ailleurs dans le monde autant d'outils, de méthodologies, avec une diversité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en langue française. Cette diversité, en fait, ne fait que refléter ce paradoxe français dont je vous parle depuis 5 minutes. L'intelligence économique n'existe pas parce qu'il n'y a pas de place dans les entreprises pour de l'intelligence économique. L'intelligence économique en France, elle n'est pas mise en œuvre au-delà de ce que l'on appelle la veille. Une veille passive en plus, c'est-à-dire qu'on regarde de temps en temps sur Internet où en sont les concurrents, où en sont les fournisseurs, où en sont les concurrents, les clients, on ne va pas plus loin. Ou alors, on acquiert du renseignement stratégique sur le terrain, ce qui veut dire qu'on rédige des rapports d'étonnement après s'être rendu dans un salon où on a pu voir les produits concurrents exposés, ou lorsqu'on a été visiter une usine, visiter un chantier, on fait un rapport d'étonnement, c'est-à-dire on fait un rapport sur lequel on dit ce qu'on a vu, simplement. Sauf qu'une fois que ce rapport il est fait, on en fait quoi? Ben, en règle générale, il se perd, ce rapport, il se perd dans les structures analytiques qui n'ont pas de méthode, c'est-à-dire qu'on récupère les dossiers, on lance effectivement des enquêtes, on lance de la veille, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Ou alors, ça reste souvent dans des silos, c'est-à-dire que chaque unité, chaque direction administrative crée sa structure d'analyse, sa structure de veille, et surtout, on n'en parle pas aux autres. Pas par malignité, pas parce qu'on veut être plus informé que l'autre. Vous connaissez tous l'adage, celui qui est le plus informé finalement est celui qui a le pouvoir. Non, là c'est simplement qu'on ne pense pas à donner les informations aux voisins, parce qu'on n'est pas formé au renseignement, on est simplement formé à la veille et puis à ces rapports d'étonnement dont je vous parlais. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que l'intelligence économique se rapproche et se raccroche au renseignement par sa méthode. Le renseignement économique ou l'intelligence économique répond à un cycle de production. Ce cycle de production est un cycle qui répond au cheminement de l'esprit humain, tout simplement. On se pose une question, on fait une recherche. Une fois qu'on a fait cette recherche, on analyse les éléments qu'on a trouvés. Et ensuite, on la diffuse. J'attire votre attention sur 2 éléments importants dans ce cycle, c'est la question et l'analyse.
Pourquoi est-ce que ces deux éléments sont importants? Parce qu'il y a la demande et la réponse à la demande. La demande, il faut qu'elle soit clairement identifiée, clairement en rapport avec les besoins de, euh, de l'entreprise, et la réponse, il faut que ce soit une réponse argumentée à la question qui est posée. La diffusion, c'est simplement donner à celui qui a posé la question la réponse à sa question. En règle générale, cette réponse va susciter de nouvelles questions au décideur qui a reçu sa réponse. Et donc, on dit que le cycle du renseignement ou cycle de l'information est itératif, c'est-à-dire qu'il ne finit jamais. On pose une question, on y répond, on repose une question, on y répond, on repose une question, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de réussir à obtenir l'information stratégique qui va permettre à l'entreprise d'aboutir à régler ces enjeux qui, là aussi, pour le coup, sont stratégiques. Donc, vous avez bien compris que l'objet de cette intelligence économique, l'objet de ce renseignement économique est ni plus ni moins que l'information, la maîtrise de l'information. C'est pour ça que mon propos passera sur cette information et traitera de cette information. Mais je n'oublie pas que je parle depuis Strasbourg, effectivement, mais je parle à Kinshasa. Et donc, je ne perdrai pas de vue que l'intelligence économique doit pouvoir également s'introduire en Afrique, mais que cette intelligence économique reste quelque chose de méconnu et surtout de neuf. J'ai trouvé un Sénégalais, Babacar Socrate Diallo, qui est le directeur du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, qui, en 2017, ouvrant les journées d'intelligence économique africaine, disait qu'en 2009, on avait une connaissance et une compréhension particulièrement diffuse, pour ne pas dire quasi inexistante, de l'intelligence économique. Mon propos d'aujourd'hui va être d'essayer de clarifier cette question de l'intelligence économique et de vous montrer comment elle doit s'appliquer à l'Afrique. Voici mon PowerPoint. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'intelligence économique? L'intelligence économique, ce sont deux thématiques. Une intelligence défensive et une intelligence offensive qui reposent sur trois pieds. La veille stratégique, donc cette veille passive dont je vous parlais en introduction, on ne va pas plus loin que cette veille passive. La protection et l'influence. La protection est quelque chose qui est aisé à faire, en tout cas pour les agents de l'État et en France, parce qu'on se limite à la sécurité des locaux et on a bien travaillé sur la question des directeurs des systèmes d'information pour faire de la sécurité des systèmes d'information. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de cyberdéfense, de cyberattaque. C'est ni plus ni moins que cette sécurité des systèmes d'information. Là où on est moins performant dans les questions de protection, parce que là, ça dépend uniquement des entreprises, c'est la sensibilisation des personnels. Les personnels ne sont pas au courant de la catégorisation des informations qu'ils ont entre leurs mains, ils ne savent pas si elle est importante, si elle est classifiée, si elle est stratégique pour un concurrent, si on n'en sait rien. Et puis il y a des attitudes non plus qui ne sont pas liées à la protection.
on ne parle pas de son plan marketing dans le train ou dans l'avion. On n'en parle pas non plus avec des inconnus. On n'en parle surtout pas avec des concurrents. Et puis, en matière de cyber, il y a un ennemi avec lequel on est en permanence. Et là, je vous le montre, cet ennemi. Et là, il faut regarder et ne pas dormir, parce que cet ennemi-là, c'est celui qui est responsable de 80 à 90% des attaques cyber. C'est quand vous appuyez sur le bouton Enter pour ouvrir une pièce jointe ou pour suivre un lien qui sont vérolés. Et ça, c'est excessivement difficile à faire comprendre aux individus parce qu'il y a comme un réflexe à appuyer sur Enter. Donc vous voyez que ces trois éléments, et puis je ne vous parle pas de l'influence, parce que l'influence, il n'y a qu'une entreprise en France qui en fait, du lobbying, tout le monde en fait. Il y a des annuaires de lobbyistes qui sont faits. Pour pouvoir travailler avec l'Union européenne, il faut être inscrit comme lobbyiste. Et puis, une activité qui est très commerciale et que quasiment tout le monde fait, c'est de la gestion de crise. Donc là, vous avez les trois piliers qui forment l'intelligence économique, avec les acceptions que chacun de ces piliers a et avec le positionnement que chacun de ces piliers a. En défensif, on a la veille stratégique, en offensif, on a la protection, à cheval entre les deux parce que la meilleure défense étant souvent l'attaque, l'influence participe de cette activité. Alors, pour de l'intelligence économique, d'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour s'occuper de ses concurrents, pour s'occuper de ses clients, pour s'occuper de ses fournisseurs. Ça, c'est du marketing pur jus. Pour s'occuper également de la réglementation, des technologies, des innovations. Là, on est dans du droit. Et puis, il y a également tous les faits, les tendances économiques, politiques, sociaux, légaux. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise s'inscrit toujours dans un espace économique. Elle ne flotte pas dans l'hyperespace. Il y a des gens autour, des concurrents, des clients, des fournisseurs, mais également des gens qui ne sont ni concurrents, ni clients, ni fournisseurs, mais qui vont interagir avec l'entreprise, soit parce qu'ils sont employés, soit parce qu'ils sont voisins de cette entreprise. Mais ce que vous comprenez également à la vue de ce schéma, c'est là aussi, et encore une fois, que tout se situe dans l'information économique. Donc l'information économique, on peut la décomposer dans ces acceptations que j'ai prises dans un travail d'économiste. Donc il y a une information économique et une information forcément qui ne l'est pas économique, qui n'est pas en lien avec l'économie. L'information économique, elle est soit privative, c'est-à-dire toute l'information qui est créée par l'entreprise, soit non privative, donc tout ce qui n'est pas créé par l'entreprise, mais qui répond aux normes de la macroéconomique, de la mésoéconomie et de la microéconomie. Et là, on pense tout de suite aux travaux de statistiques publiques, mais également à d'autres travaux, d'autres enquêtes publiques qui sont réalisées.
Au niveau de l'information non économique, on en a une réglementaire. Je vous disais qu'un des éléments, un des facteurs de recherche d'information dans le cadre de l'intelligence économique était un facteur réglementaire pour suivre les techniques et les innovations. On le retrouve là. Et un autre qui était simplement factuel, c'est-à-dire économique, politique, légal. Cette information, cette division de l'information telle qu'elle est présentée là, existe partout, en tout temps. En Europe, au début du 19e siècle, même au début du 18e siècle, jusqu'à aujourd'hui, on a cette division de l'information de cette façon. En Afrique, cette division existe également, même s'il y a moins de publications, mais on a toujours ce fractionnement qui existe. L'intelligence économique, je vous ai dit qu'elle n'existait pas, mais le renseignement économique, lui, pour le coup, existe. Et vous me pardonnerez de faire de l'européocentrisme, mais c'est sur ces éléments-là que j'ai travaillé. Historiquement, en 1908, en France, est publié un code du renseignement. Ce code du renseignement est ni plus ni moins qu'un recueil de la jurisprudence économique depuis 1867. Donc on peut déjà rattacher la partie réglementaire de l'intelligence économique au milieu du 19e siècle. Mais on peut la rattacher encore plus loin. Il ne faut pas oublier que la place financière de Londres s'est développée au 18e siècle, simplement sur un processus de gestion de l'information stratégique et statistique. La Lloyd, vous connaissez tous la Lloyd, le groupe d'assurance, c'était à l'époque un groupe de négoce maritime. Et par le négoce maritime, ils savaient quels étaient les bateaux qui partaient et qui allaient et venaient, quelles étaient les cargaisons qu'elles avaient, qui étaient les capitaines, qui étaient les passagers, l'équipage. Donc, il y avait toute une série d'informations. Et quand arrivait un naufrage, ben, on pouvait voir si c'était un aléa de la nature ou s'il y avait autre chose derrière. Et on pouvait le prédire simplement en regardant s'il y avait des matières intéressantes, de l'or, des diamants, et qu'il y arrivait un naufrage, on faisait une enquête. Et là, on était dans un processus de renseignement. Mais vous avez également les entrepreneurs. Les entrepreneurs, eux, ont toujours fait attention à leur environnement. Pour se jouer sur des frontières, c'est-à-dire que de l'autre côté, le sort est meilleur pour les entreprises que de ce côté-ci, ben on va s'installer de l'autre côté. Pour acquérir des technologies inconnues, de l'autre côté, on a inventé une machine, on va essayer de l'acheter. Si on ne peut pas l'acheter, on va la voler. Ou on va faire en sorte qu'on la fasse acheter par un prête-nom de l'autre côté, et puis on va l'exporter, on va la démonter, et on va l'exporter comme étant simplement autre chose que cette machine. Et on la passera de notre côté. Ou alors, tout simplement, on va fuir les taxes en s'installant de l'autre côté. D'autres services de renseignement économique, on va dire, se sont créés avec les banques au milieu du 19e, à partir du milieu du 19e siècle. Je vous rappelle cette jurisprudence qui datait de 1867 en France. Eh bien, ces banques, l'objectif, c'était de prêter de l'argent à des entreprises, mais en retour, il fallait connaître l'état de l'entreprise, notamment savoir si elle était solvable, c'est-à-dire si elle pouvait rembourser l'argent qu'on lui avait prêté. Et donc là se mettent en place des moyens d'ingénierie financière. Vous avez tous entendu parler
en 2008-2009 des agences de notation qui disaient que tel pays passait de 3A à 2A ou de A à B. Donc ces agences de notation ont été créées aux États-Unis à la suite de la faillite bancaire qui a créé la crise de 1929. Et vous voyez que ces outils sont encore utiles aujourd'hui et produisent de l'information. Et puis, il y a les États. L'histoire des États a fait que le renseignement a débordé sur l'économie. Parce que dans les guerres mondiales, il fallait organiser un blocus de l'ennemi pour pouvoir l'asphyxier économiquement et le vaincre politiquement plutôt que militairement. Mais aussi pour capter ces technologies. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, mais également les Français, les Britanniques et les Soviétiques ont fondu sur l'Allemagne pour voler toute la technologie, aussi bien de la bombe nucléaire que de l'informatique, que des gaz de combat. Et surtout, les guerres mondiales ont permis, par la mobilisation de civils, d'initier des gens aux techniques de renseignement, et notamment des banquiers, des entrepreneurs, qui, à la fin de la guerre, sont retournés dans leurs entreprises et ont adapté des techniques de renseignement issues du renseignement militaire. J'ai travaillé, moi, sur une entreprise, et c'est comme ça que Patrick m'a détecté, je suppose, sur une entreprise sidérurgique dont dont un des dirigeants avait été mobilisé dans l'armée belge, dans le service de renseignement. Quand il est rentré, une fois démobilisé en 1919, il a créé un service de renseignement au sein de son service commercial qui éditait régulièrement un bulletin de renseignement avec une surveillance des conditions de vente de l'acier. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce service a réellement fonctionné. Il a été démantelé par les nazis quand ils ont envahi le Luxembourg. Et ensuite, on a perdu la connaissance de ce renseignement, notamment parce qu'on avait perdu les entreprises qui étaient dans la partie soviétique. Donc vous voyez que les entreprises ont toujours travaillé avec de l'information. Certaines ont fait de la veille, et là vous voyez que cette veille, elle est réglementaire et statistique. Non, ça c'était pour l'historique. La veille, elle est surtout réglementaire. Pourquoi est-ce que cette veille est réglementaire? Parce que c'est l'information qu'on trouve le plus facilement via des bases de données. Et c'est celle qui inscrit l'entreprise dans un cadre légal, ne serait-ce que pour son service de recherche et de développement, pour pouvoir toujours être dans la légalité, c'est-à-dire ne pas travailler sur un brevet qui a déjà été déposé. L'influence, elle, va porter sur cette information factuelle, sur les questions économiques, politiques, légales. C'est le travail des influenceurs de favoriser un produit au détriment d'un autre. Le cas qui est toujours pris en intelligence économique, c'est celui de la découverte du benzène, ça c'était au début des années 2000, dans les bouteilles de Perrier, parce que Perrier devenait offensif aux États-Unis, donc les Américains ont essayé d'inventer un problème
un problème sanitaire, pour que l'entreprise ne soit plus performante aux États-Unis. Perrier a mis des années et des années à se remettre de cette attaque informationnelle. Cette influence ne fait que reprendre en fait ce qu'on a fait en marketing depuis les affiches au milieu du 19e siècle, le cinéma dans les années 1920, l'Internet depuis 2010. Et puis, on parle de fake news. L'influence, c'est aussi la manipulation des perceptions. Il faut vous faire préférer Coca-Cola à Pepsi-Cola. Et l'autre élément, c'est la protection. Et donc là, la protection, elle va porter sur les informations produites par l'entreprise. Pas besoin de protéger des choses qui sont dans le domaine public. Cette information privative, elle va donc porter sur les comptes, sur les process. Et c'est pour ces catégories-là que l'on va inventer le secret d'affaires. Le secret d'affaires, c'est une directive européenne du 8 juin 2016 et qui a été transcrite, parce que c'est le processus dans l'Union européenne, dans le Code de commerce français le 30 juillet 2018. Donc il a fallu quand même 2 ans pour qu'on transcrive une directive portant sur le secret des affaires. Rien que ce décalage entre le moment où on a pensé cette directive, et il a fallu au moins 2 ou 3 ans pour la rendre réelle, montre qu'il y a un décalage entre la production sur la question de l'intelligence économique en France et sur la prise au sérieux de cette intelligence économique. Parce que, vous le voyez, l'élément de protection le plus important pour l'information économique, c'est la protection de l'information privative. Tout le reste, ça n'est que de l'information. Ça ne participe en rien à l'intelligence économique, hormis peut-être l'influence, parce qu'elle est destinée aux clients et à ceux qui sont en avant de l'entreprise, mais elle ne s'oppose pas d'un point de vue économique, elle s'oppose d'un point de vue commercial, alors que la protection, elle protège le cœur même de l'activité de l'entreprise. Et là, on touche une des questions les plus cruciales pour l'Afrique, cette protection. Je vous ai trouvé le seul descriptif de l'intelligence économique pour l'Afrique. Mais c'est un descriptif qui est utile uniquement aux Occidentaux. Parce qu'il nous présente un continent qui émerge avec les éléments importants qui existent, les différents types d'investisseurs, aussi bien les investisseurs vertueux, les entreprises d'État, que les investisseurs mafieux. Et on voit que des investisseurs vertueux, il y en a 15%. Et puis, on vous montre les grandes puissances en Afrique, les États-Unis, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Français, puisqu'on est en Afrique francophone. Mais vous voyez que là, on ne parle pas de l'Afrique. Là, on parle simplement des moyens
d'intervenir en Afrique. Quel levier il va falloir préférer? On est sur un continent qui connaît à peu près 6% de croissance annuelle. Donc si on cherche un marché qui est porteur, autant venir en Afrique. Il y a une croissance démographique, ce qui veut dire qu'il y a un marché aussi bien pour consommer que pour travailler. Il y a des stratégies d'émergence, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui commencent à se créer. Il y a une amélioration du climat des affaires. Et puis surtout, il y a une apparition d'une classe moyenne, c'est-à-dire une classe qui a les moyens d'acheter. Tout ça, ça concerne d'abord les Occidentaux, pas les Africains. Pour les Africains, il faut prendre le problème à l'envers. C'est empêcher tous les Occidentaux de prendre ce qui fait la richesse de l'Afrique. Et alors là, on se retrouve face à toute une série de problèmes qu'il faut évacuer. Le premier problème, c'est que les services de renseignement en Afrique sont tournés vers la population africaine. C'est-à-dire qu'il faut empêcher que les régimes qui sont en place soient menacés par la population des dits régimes. Le deuxième problème va être l'absence de travail entre Africains. Il n'y a pas de logique sud-sud. Tout le monde connaît quelqu'un en Europe, mais personne ne connaît quelqu'un dans le pays voisin, avec qui travailler ou avec qui échanger. Le troisième problème va être l'existence d'un secteur informel d'au moins 70%, dont, si on regarde sur le document que je vous projette, 55% est criminel, ce qui veut dire que dans ces 70% de secteur informel, on a 39% de criminels, c'est-à-dire presque la moitié du secteur informel est un secteur criminel. Et pourtant, on parle de ce secteur informel comme d'un amortisseur social. L'existence de ce secteur informel pose des problèmes au développement du secteur formel, qui lui se retrouve uniquement à 30%, c'est-à-dire à la portion congrue. Une fois qu'on a compris la nature de ces problèmes, il faut regarder la nature entrepreneuriale de l'Afrique. Et là, vous noterez que nulle part on en parle. Cette nature entrepreneuriale, on va suivre le modèle que Patrick Bekengela Chemba a dressé. Pas la peine d'en inventer un autre. Autant prendre celui qui est opératif en Afrique. On a 5 grands types d'entreprises, les grandes entreprises locales, qui, elles, ont importé leur intelligence économique d'Europe. Les grandes ONG, elles, font de l'intelligence économique, mais cette intelligence économique n'est pas destinée au tissu local, mais à décider de son activité et où porter le plus gros de son activité. Les firmes multinationales, elles, même chose, c'est de l'intelligence économique occidentale, et puis de toute manière, elles ne travaillent pas pour l'Afrique, elles travaillent pour leurs entreprises et leurs sièges sociaux en Europe ou aux États-Unis. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste les petites et moyennes entreprises, qui, elles, sont très paternalistes, qui ne sont pas très réceptives au développement économique. Donc, quelle intelligence économique leur donner à eux? Et puis, on a les très petites entreprises qui, elles, sont
des auto-entrepreneurs. Donc, difficile de se lancer dans une activité, ne serait-ce que de veille, même passive, parce il faut des moyens qui dépassent les capacités de cet entrepreneur. Et puis là, on est sur une entreprise euh, qui a du mal à vivre, donc elle ne peut pas se disperser. Une des solutions pour l'Afrique va être le poids des diasporas. Si on regarde ce qui se passe et sur les chiffres qu'on a pour le Maroc, on voit que le secteur immobilier a une croissance de 40%. Le secteur de la production, 14%. Et 46% vont être thésaurisés. C'est-à-dire que l'argent de la diaspora ne va pas être envoyé dans l'immobilier ou dans le secteur de production, mais va être placé en attente de pouvoir construire une maison. Pour l'Afrique, les chiffres précis manquent. En tout cas, moi, je ne les ai pas trouvés. Mon objectif n'était pas de les obtenir. Les chiffres manquent, mais on peut estimer que cette diaspora pèse pour 10% du PIB de chaque pays et pour 30% des dépôts dans chaque pays. Et on a certains pays africains comme l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, en fait, des pays de l'Afrique anglophone, qui ont développé cette idée de diaspora bonds et qui, rien qu'en 2017, ont réussi à trouver 65 milliards de dollars de transferts, c'est-à-dire faire venir 65 milliards pour chacun de ces pays-là. L'autre problème va être, pour les entreprises, d'accéder au crédit. 88% des PME ne sont pas bancarisées, 80% des PME n'ont pas accès au crédit, 32% de ces 80% de PME sont des femmes. Donc, il faut faire porter l'intelligence économique à un autre niveau que simplement la veille, la protection, la veille, l'influence, voire même un petit peu de protection. Non, il faut vraiment se saisir du problème de protection et se saisir de ce problème pour le bien de chaque pays africain. La protection, c'est de la protection de données. Je vous ai parlé tout à l'heure des services de renseignement, dont leur objectif était d'assurer la stabilité du régime en place. Bien, il faut bien penser que ces services de renseignement vont surveiller toute l'activité économique. On a eu au mois d'août la découverte que le Togo utilisait des moyens israéliens pour surveiller leurs opposants, surveiller aussi les entreprises. Vous avez des entreprises qui prennent ça au sérieux. Par exemple, Total Gabon sécurise ces données et la Direction générale de la documentation et de l'immigration, donc le service de renseignement gabonais, ne sait pas ce qu'il y a dans les dossiers de Total Gabon. Mais là encore, on est face à une firme multinationale qui a importé ces structures d'intelligence économique et notamment ces structures de protection de l'information. Mais il faut également protéger des technologies avancées que l'Occident va pouvoir apporter en Afrique ou développer en Afrique pour l'Afrique et éviter que les Chinois, les Turcs, les Russes les spolient. C'est le cas notamment dans les domaines de très haute technologie comme le photovoltaïque ou la fabrication de piles à hydrogène. Les Chinois n'en ont pas. Les Européens sont en pointe. Il suffit d'acheter une part du capital de l'entreprise
en Europe, en France ou en Belgique, ou alors créer en Afrique une société d'économie mixte. Et puis là, ensuite, on a des moyens dans le commerce international que l'on appelle les offsets, c'est-à-dire la partie cachée des contrats et des prix qui sont donnés. On vend un avion pour 10, mais en même temps, on rajoute en offset. Monsieur Ronaldo, voilà, on pourrait, on peut rajouter 10 ou 20 en une autre activité, pas forcément en argent, mais un petit peu de bois, un petit peu de technologie, un petit peu de terre. Donc, c'est le moyen d'accaparer des éléments en Afrique. Par exemple, vous vendez, enfin, une entreprise européenne vend un matériel, les Chinois ont acheté une participation dans cette entreprise, même 10%. Pour les offsets, ils deviennent partenaires à plein titre du prix du matériel qui a été vendu. Et comme ça, elle va pouvoir, par les offsets, profiter de l'Afrique. C'est le cas au Gabon, où a été créée une école de, de cadres de l'aéronautique. Cette opération n'est que la partie émergée d'un offset qui va permettre de spolier le Gabon d'éléments, et ces éléments-là, c'est dans l'autre élément qu'il faut protéger, c'est la nature de l'Afrique. L'offset qui portait sur la formation de cadres de l'aéronautique au Gabon a été contrebalancé par 6 mois d'exploitation du bois précieux Kevazingo. On a la même chose avec la surpêche des Chinois tout au long de la côte qui va du Nigeria jusqu'au Sénégal. Et donc, cette protection, elle est nécessaire, elle est importante pour l'Afrique, mais le plus gros problème pour la mettre en œuvre, c'est que les pays ont des États qui sont incomplets, la corruption est importante, il n'y a pas réellement d'impôt sur les revenus, il n'y a que 3% de prélèvement d'impôts sur toute l'Afrique. Les vraies questions d'intelligence économique ne sont pas posées comme de l'intelligence économique, ne serait-ce que le problème de la monnaie unique de la CEDEAO ou de l'effacement de la dette. Chaque pays y va de sa fierté nationale, mais pas de son véritable intérêt économique, puisque cet intérêt économique, il n'est pas valorisé en Afrique. Donc il y a une véritable place pour l'intelligence économique en Afrique, mais pas comme les Européens ou les Occidentaux essayent de la faire comprendre aux Africains. Chaque territoire a sa propre logique d'intelligence économique. Avec 72% de personnes connectées au Gabon, vous comprenez qu'il y a, que le problème se pose différemment qu'il pourrait se poser au Mali. L'économie africaine, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique francophone, n'est pas armée
pour être véritablement autonome. Et donc, il faut que l'intelligence économique, si elle se développe, elle devra se développer en Afrique, permette une intelligence des territoires pour pouvoir développer et accompagner le développement africain. Et donc, l'intelligence économique devrait avoir comme première mission la protection contre toute forme de spoliation et comme deuxième mission de mettre en place les conditions d'un fonctionnement normal du tissu économique, c'est-à-dire en finir avec la corruption. Et ensuite, seulement on pourra développer une intelligence économique, c'est-à-dire une veille stratégique dans les entreprises et une influence pour le bien commercial et non pas pour le bien politique des personnes en place. Je vous remercie. Et je rends la parole à Patrick. Voilà. Merci beaucoup, Gérald. Mais c'était très fantastique de... Alors, je vais essayer de mettre ça de la bonne manière. Voilà, très fantastique d'avoir cette conférence. Et je suis tout à fait d'accord du fait qu'en Afrique, je sais que cette notion d'intelligence économique n'est pas encore assez développée et que, bon, voilà, c'est vrai que ce n'est pas encore une discipline scientifique comme telle à enseigner. Et c'est peut-être aussi, c'est là le gros de problème parce que finalement, il y a tout un tas, l'information est là, mais elle n'est pas exploitée, elle n'est pas orientée de telle manière à ce qu'elle soit capitalisée, notamment pour certains pays africains. Et ça, c'est que je trouve assez intéressant parce que ici, par exemple, moi, j'enseigne la stratégie, et au niveau de la stratégie des entreprises, on insiste beaucoup plus sur la partie de la veille stratégique, mais sans aller plus en profondeur sur tous les autres éléments. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très important. Et merci aussi pour cette analyse en Afrique. Donc, je vois que là, il y a des éléments qui manquent et des éléments sur lesquels il faudrait que finalement que les Africains aussi, entre Africains, puissent aussi travailler pour aller vers de résultats beaucoup plus importants. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ouvrir une session de questions et réponses, notamment au niveau de nos participants. Alors, il suffit simplement de lever la main. Vous pouvez lever la main, c'est au bas de votre écran. Ça dépend si vous êtes sur un ordinateur ou si vous avez un téléphone portable, mais il suffit simplement de lever la main et je saurai qui a levé la main et puis on va vous accorder la parole pour connaître cette séance de questions-réponses. Donc voilà, peut-être que je vais attendre que ceux qui veulent bien poser la question puissent intervenir. Mais maintenant, je vais en profiter aussi pour relancer Gérald ici. C'est finalement, moi ma question, j'ai bien aimé cet élément d'influence, de veille stratégique et de protection que l'on peut avoir ou que l'on peut distinguer. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui semble être comme un point de blocage pour que finalement l'intelligence économique, bien sûr, on voit intelligence en anglais, renseignement, etc., pour que l'intelligence économique ne devienne une discipline que l'on peut enseigner à l'université? Qu'est-ce qui peut être comme point de blocage? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette intelligence économique ne s'érige pas comme une discipline au niveau de l'université, par exemple?
Parce que ce serait difficile de faire entrer ces disciplines que sont la veille, la protection et l'influence à l'université. D'une part, parce qu'elles existent déjà, c'est déjà l'objet de cours différents dans différentes facultés et dans différentes disciplines, mais en plus, elles ne sont pas orientées dans ces disciplines différentes vers un objectif purement économique. La veille, c'est les sciences de l'information et de la communication qui s'en chargent. Le problème ensuite est de trouver un débouché économique. Et là, on se retrouve avec un problème en Europe, alors imaginez en Afrique, d'entrepreneurs, en règle générale de PME, moins de TPE, surtout de PME, qui n'envisagent absolument pas de payer quelqu'un à regarder sur son ordinateur pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant tout le mois, simplement pour trouver de l'information. Tout simplement parce que les entreprises elles-mêmes ne savent pas quelles informations elles ont besoin. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est sur 3 activités économiques qui sont totalement différentes. La veille, elle se fait à l'intérieur des entreprises. La protection, elle se fait par des acteurs extérieurs de l'entreprise qui viennent constater ce qu'il faut protéger, ou des entreprises de service à l'entreprise, comme les directeurs des services informatiques. Et puis l'influence, là, on est sur un véritable métier, parce que la gestion de crise, elle est forcément externalisée à l'entreprise pour pouvoir venir. C'est les pompiers, la gestion de crise. Donc, on ne l'utilise que quand il y a le feu à l'entreprise. L'influence, par contre, là, on est dans une double logique. Soit on peut essayer d'affaiblir un concurrent par l'information, mais là, ça entre dans le processus stratégique défini par le chef d'entreprise. Donc, il faut trouver des chefs d'entreprise qui aient cette intelligence-là. Ça ne se passe pas au niveau des PME, ça se passe au niveau au-dessus. Et au niveau au-dessus, vous vous doutez bien qu'ils ont déjà des structures d'intelligence économique. Donc, ils n'ont pas besoin d'en créer. Très bien. Très bien. Voilà, donc, et j'ai aussi bien regardé là, j'ai aimé aussi le fait de revenir sur ces petits modèles. Je vois qu'on en a développé aussi avec un autre collègue français qui est finalement celui de regarder à la fois, d'une part, les grandes entreprises locales, les grandes ONG et les firmes internationales, multinationales, les PME, les micro et petites et moyennes entreprises. Et là, je pense que c'était une très bonne référence de nous citer finalement dans cette conférence en faisant référence aussi à cet aspect. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui a levé la main. Malheureusement, il n'y a pas de nom, c'est simplement… C'est Monsieur iPhone. iPhone. Vous avez la parole. Oui, bonjour, Bonjour. bonjour à tous. D'abord, bonjour aux conférenciers. Bonjour. Mon nom, c'est Monsieur Gérard Moka. J'ai juste un commentaire. C'est vraiment remercier les conférenciers pour l'exposé qu'il a présenté. Cet exposé, à titre personnel, et je pense que beaucoup d'autres auront le point de vue que moi, m'a permis de me sensibiliser et de faire de moi aussi un ambassadeur autour de cet enjeu important qui est l'intelligence au niveau des entreprises ou au niveau de notre environnement, au niveau des organisations. Vraiment, merci beaucoup. Je n'hésiterai pas à partager, j'ai pris quelques notes, cette information autour de moi.
Et puis, en dernier mot, je remercie aussi l'organisateur qui est M. Patrick. Vraiment, merci pour de telles initiatives. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'Afrique aussi. Merci. Merci. Cette question de l'environnement en Afrique est excessivement importante parce que, en règle générale, on est face à des pays, comme je vous ai dit, incomplets, qui n'ont pas de législation particulière de protection de la nature. Et donc, chacun fait un petit peu tout et n'importe quoi. Je pense à la bauxite en Guinée. On est en train de détruire des forêts alors qu'on est en plein dans la question du réchauffement climatique. On détruit des forêts pour récupérer ce minerai, lequel minerai n'est pas transformé sur place en Afrique, mais en Chine ou en Turquie. On fait de l'aluminium, pas en Guinée. Pourtant, 50 $ la tonne de bauxite en Guinée, 30 000 $ la tonne d'aluminium en Chine ou en Turquie. Là, on est sur un problème de protection de l'environnement, mais également d'économie pure et d'économie qui pourrait profiter à la population guinéenne. C'est ça qui est important. C'est comme on est face à des États qui sont incomplets, où il n'y a pas très peu de droits de douane, très peu d'impositions, il n'y a pas de retour vers la population. Très bien. D'ailleurs, j'étais même assez intéressé aussi de voir que, par exemple, d'une part, lorsqu'on veut accéder à l'information, à un certain moment, soit on peut acheter un produit, on peut même se la faire acheter ou trouver encore autre manière d'y accéder, mais l'essentiel, c'est de comprendre les éléments importants qui peut aider notamment à ce que ce soit au niveau d'un pays ou d'une entreprise, comment est-ce que cette entreprise peut finalement avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire arriver à faire mieux que les autres. Et cet exemple finalement qui est celui de montrer que voilà, il y a une matière première qu'on achète à 30 $, mais avec la transformation, on peut arriver à 50 $. Avec la transformation, on peut arriver à vendre la même tonne à 30 000 $. Ça montre vraiment la nécessité, finalement, que ce type de compétences aussi, c'est-à-dire des analyses assez transversales qui vont toucher à plusieurs domaines, que ces éléments s'effacent aussi en Afrique. Je sais que finalement, l'intelligence économique, comme ça touche aussi à la stratégie, bon, il y a un auteur qui va dire finalement la stratégie, c'est l'art de faire la guerre, même si ce n'est pas une guerre qui consiste à tuer les gens. C'est une guerre. C'est l'art de continuer à tirer en faisant croire qu'on n'a plus de cartouches. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment une des définitions que j'utilise aussi. Je pense bien c'est Frédéric Leroy qui va aussi donner une telle définition que je trouve assez intéressante. Mais alors, la question c'est que finalement, est-ce que vous avez quelques pistes, même si vous en avez déjà assez évoqué? C'est vrai qu'on ne va pas toujours chercher la clé qui ouvre toutes les portes, mais ici, c'est de dire que on sait que l'Afrique ne va pas se laisser, je veux dire, les autres ne laisseront pas nécessairement l'Afrique trouver le moyen nécessaire pour qu'elle s'émancipe et qu'elle prenne le moyen nécessaire pour
qu'elles deviennent compétitives. Qu'est-ce que vous pouvez finalement proposer comme démarche, parce qu'on sait que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou la Chine qui veut avoir aussi une main sur l'Afrique, ne laissera pas l'Afrique s'est développé, parce que finalement, on ne se fait pas des cadeaux. Ici, l'idée, c'est, voilà, chacun va se positionner pour qu'on tire avantage. Et ça, c'est l'essentiel même de l'économie. Dans l'économie, on sait que toutes les entreprises sur un marché, l'idée, c'est que j'arrive à faire mieux que mes concurrents à la fin. OK, bon. Quel est votre point de vue à ce niveau-là entre l'Afrique et son positionnement vis-à-vis des autres nations? Je sais que la question elle est elle est une grosse question, mais voilà. Il y a deux moyens de répondre à votre question. La première, c'est par les entrées des pays. Justement, vous en avez cité, c'est ceux qui sont affichés sur le grand 3, là, sur le slide. Chacun a des objectifs différents à défendre. Les Américains, les Turcs, les Chinois, les Russes sont d'accord pour évincer la France de l'Afrique. La France n'a plus que les oripeaux de ce qu'elle a pu être. La France-Afrique a été démantelée, ne serait-ce que par le décès de tous les animateurs de cette France-Afrique. Il en reste certainement, même occupant des places bien importantes en Afrique, et parce que le processus de renouvellement de la classe politique en Afrique est est différent. On voit bien l'âge des capitaines, on n'en a plus. Si, aux États-Unis, on a les mêmes, aussi vieux. En Europe, on a plus l'habitude d'avoir des hommes politiques plus jeunes. Mais donc, eux ont encore le souvenir et l'habitude de la France-Afrique. Et une des habitudes de la France-Afrique, c'était la corruption. Et cette corruption, tant qu'elle sera érigée en méthode de gouvernement, empêchera tout développement d'une économie structurée en Afrique. Donc pour cela, et ça c'est le deuxième point de ma réponse, c'est que si les Africains veulent que l'Afrique se développe, il faut que ce soit les Africains qui le fassent, et qu'ils ne fassent surtout pas confiance aux Européens et aux Africains, aux Turcs ou aux Chinois ou aux Américains. Tous ces gens-là ne viennent que pour spolier l'Afrique. Et ce n'est pas la peine de parler non plus de néocolonialisme, parce qu'ils ne viennent pas pour coloniser l'Afrique. Ils viennent pour la piller. Et une fois qu'il n'y aura plus rien en Afrique, une fois qu'on aura creusé les trous pour sortir toute la bauxite qu'il y aura en Guinée, on ira ailleurs. Et les Guinéens vont rester avec leurs trous dans leur belle forêt qui n'existe plus. Et ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, parce qu'il n'y aura plus rien. Il ne sera plus possible de faire quoi que ce soit. Et pour tous les pays qui sont borduriers de l'océan Atlantique, il ne faut pas oublier que l'océan est en train de gagner du terrain. C'est aussi un problème. Micro. Oui, voilà. Très bien, voilà. Ça, j'apprécie bien cette franchise. Je sais qu'au sein à l'université, l'idée aussi, c'est de développer cette capacité de réflexion qui permet finalement d'avoir une voie, de tracer une voie qui permet de solutionner des problèmes. Alors voilà, si on peut encore prendre une ou deux questions, je sais qu'on devait faire 1 heure. Là, on a déjà presque 1h25.
on va encore vous donner une possibilité de poser quelques questions, une ou deux questions, et je crois qu'après, on va clôturer notre session d'aujourd'hui. Il est vrai que voilà, on a encore la plupart de personnes qui travaillent. Certains ne savent pas participer à cette session, mais bon, voilà, on trouvera un moyen de garder le dialogue. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut bien poser une question? Je vois ici, c'est quelqu'un a envoyé un message. J'espère que je vais bien. Vous vous appelez comment il s'appelle encore? C'est Mial. J'ai difficile à prononcer votre. Alors, je vois quelqu'un qui dit ici, j'ai difficile à prononcer votre nom, désolé. Est-ce que ce serait possible d'avoir l'enregistrement? Ça, c'est vous qui l'enregistrez, donc c'est vous qui l'aurez, l'enregistrement. Ok, très bien. Mais je pense que on trouvera un moyen, si c'est OK pour Gérald, donc on peut partager. Moi, alors, mon souhait, ce serait qu'on voie, peut-être on va en discuter un peu plus tard, mais une possibilité de revenir, notamment dans un cours, et revenir sur ces différentes notions. Moi-même, j'ai pris plein de notes pour montrer combien ça a été un grand intérêt d'avoir toute cette matière qui s'ouvre, parce que finalement, nous l'apprenons toujours de manière assez séparée. Ici, la protection, c'est vrai que par exemple, lorsqu'on va voir ici en RDC, on est un peu beaucoup, on va sur tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, bon voilà, les innovations, etc. Nous avons des lois qui existent, mais pour lesquelles on sait qu'elles ne sont pas assez fortes, et que, bon, est-ce qu'on a une banque de données pour connaître exactement quel type d'inventions ont été autorisées, etc. Ça reste encore assez manuel. Alors que si, par exemple, je vais aller à l'Office de droit de propriété du Canada sur Internet, je peux regarder tous ceux qui ont inventé le vélo, quels ont été les procédés qu'ils ont utilisés. C'est de l'information parfois assez disponible sur Internet, et en Afrique, ça reste quand même un défi. Et donc, si l'information n'est pas disponible, et voilà, ça va rester tout un défi de manière générale. Alors peut-être, je vois qu'on sera obligé de clôturer. Un commentaire et un mot de la fin. Moi, j'en profite notamment pour vous remercier de cette opportunité. Et comme je l'ai dit, je sais que ça cadre exactement avec les éléments qu'on donne en sciences de gestion, mais aussi en droit et d'autres disciplines. Et donc, il y a vraiment tout intérêt à ce qu'on revienne là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir donné cette possibilité de m'adresser, encore une fois, par-delà les océans, à un autre continent, sans bouger de chez moi, finalement. Désolé, il y a un peu... Voilà. Oui. Et je sais qu'il y a un travail à faire sur l'Afrique, et je suis tout disposé à vous donner la main pour qu'on puisse le faire ensemble. Très bien, très bien.
Voilà, il me reste qu'à vous à remercier tous nos participants. Nous allons trouver un mécanisme pour que cette vidéo soit rendue disponible. Je vais en discuter avec Gérald. Voilà, donc je pense que c'était vraiment une très grande opportunité et toutes les questions que nous discutons sur l'Afrique, il y a deux parties de réponses qui ont été données dans cette conférence. Donc, il me reste qu'à vous souhaiter bon après-midi et à très bientôt pour une prochaine session. Bon après-midi à tous. On se déconnecte et on se reconnecte? Exactement. OK. OK. À tout de suite. À tantôt.